Bonjour Evelyne. Alors, imaginez un aigle un peu particulier. Un chasseur redoutable dont la proie préférée c'est... Le serpent. Lui, c'est le circaète Jean Leblanc. Aujourd'hui, on part explorer ensemble le monde fascinant de ce rapace migrateur. Et pour ça, on a pas mal de documents intéressants. Oui, on s'est bien documenté. On a des fiches techniques de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, très précises. On a aussi des articles sur sa conservation, et puis des données de plateformes comme migration.net qui suivent les oiseaux à la trace, en quelque sorte. Exactement. De quoi avoir une bonne vision d'ensemble. Notre objectif aujourd'hui, percer les secrets de cet oiseau assez incroyable. Comment on le reconnaît? C'est quoi son mode de vie entre l'Europe et l'Afrique? Oui, et puis son régime alimentaire si spécifique. Et aussi, bien sûr, les menaces actuelles. C'est ça. Alors, c'est parti pour une analyse un peu plus poussée. Allons-y. Bon, commençons par le portrait. Le circaète Jean Leblanc, c'est un grand rapace quand même. Une envergure qui peut aller jusqu'à 1,85 m. Ah oui, c'est impressionnant. C'est pas le plus grand, mais c'est déjà une belle bête. Et vu de dessous, il est plutôt pâle, très clair. Mais ce qui marque, je trouve, c'est sa tête. Grosse, assez ronde, Mhm. avec de grands yeux jaunes, très vifs. Ça lui donne un air de... ouais, presque de chouette. C'est marrant pour un aigle, non? C'est vrai, cette grosse tête et ses yeux placés vers l'avant, ça fait penser à un strigédé, oui. En vol, on voit bien ce dessous blanc, souvent avec des taches ou des barres beige, brunes, plus ou moins nettes. Et cette espèce de bavette brune sur la poitrine, c'est un bon indice aussi, j'ai lu ça. Et son nom, Jean Leblanc, ça viendrait de là, de ce plumage clair? Ben, apparemment oui. Le côté blanc et le Jean qui, au Moyen-Âge, désignait parfois les gens particulièrement habiles. Alors, peut-être une référence à son talent de chasseur. C'est une hypothèse intéressante, oui. Pour être sûr de l'identifier, il faut regarder aussi d'autres choses. La queue, par exemple. Ah oui, Elle est assez longue et surtout, elle a 3 barres noires, bien marquées, bien distinctes et espacées. Ça, c'est un très bon critère. d'accord, 3 barres noires sur la queue. Et son vol? Son vol est aussi très typique. En vol plané, il a une silhouette un peu en forme de M majuscule, les ailes un peu relevées. Hmm, Mais le plus spectaculaire, c'est son vol stationnaire, le fameux vol du Saint-Esprit. Il reste là, immobile face au vent, ailes battantes ou fixes mais ajustées, les pattes pendantes. Il scrute le sol. C'est magnifique à voir. ça doit demander une maîtrise incroyable. Absolument. C'est très différent d'autres grands rapaces clairs. Le balbuzard pêcheur, lui, a les ailes plus coudées, plus en W. D'accord. Et la buse variable, souvent, elle a une tache sombre au poignet de l'aile, ce que le circaète n'a pas. Lui, le dessous des grandes plumes, les rémiges, est plutôt pâle. Donc attention, confusion. C'est noté. Voilà. Son vol peut paraître un peu nonchalant, mais en fait, il gère les courants d'air avec une précision. Redoutable. Justement, en parlant de redoutable, passons à ce qui le rend vraiment unique, son menu. On a dit les serpents. Mais c'est presque une monodiète, non? C'est presque ça, oui. Un régime quasi exclusif de reptiles. C'est ce qu'on appelle un ophiophage, mangeur de serpents. Et les chiffres sont fous. Une source disait qu'un couple et son jeune peuvent manger entre 700 et 800 serpents juste pendant leur séjour en Europe pour nicher. Oui, c'est considérable. Ça donne une idée de la pression de prédation qu'il exerce et de ses besoins énergétiques aussi, surtout avec un jeune à nourrir. Et il y a cette anecdote, j'ai trouvé ça fascinant. L'adulte qui avale à moitié un serpent et qui laisse dépasser la queue du bec pour le ramener au nid. Ah oui, c'est un comportement très connu et assez spectaculaire. Le jeune Oni n'a plus qu'à tirer sur la queue pour extraire le reste du repas. C'est plutôt malin pour le transport. Carrément. Et donc, ophiophage quasi exclusif, ça veut dire quoi quasi? Il mange quand même autre chose parfois. Oui, quasi parce que ça dépend un peu des conditions. Les reptiles, surtout les serpents, représentent entre 70 et 96% de son alimentation. C'est énorme. D'accord. Il s'attaque à toutes sortes de serpents d'ailleurs, y compris les vipères venimeuses. Ah oui, il ne craint pas le venin. Il n'est pas immunisé, non, mais il y a des écailles assez épaisses sur les pattes, un plumage dense et surtout une agilité incroyable pour frapper la tête et éviter la morsure. Bon, ça arrive qu'il se fasse mordre, hein, et ça peut être fatal. Mais il cible aussi de grandes couleuvres, hein, des bêtes qui peuvent faire 1,50 m. Impressionnant. Et si jamais il n'y a pas de serpent, par exemple s'il fait froid, mauvais temps? Alors là, oui, il doit s'adapter. Il peut se tourner vers les lézards, surtout le gros lézard ocellé dans le sud de la France. C'est une proie appréciée.
Mhm. Et vraiment, si les reptiles sont totalement inactifs, cachés à cause du froid ou de la pluie, il peut très occasionnellement capturer d'autres petites choses. Des petits mammifères, des amphibiens, grenouilles ou crapauds, voire de gros insectes, des vers de terre. Mais ça reste marginal. Une question de survie, quoi. Voilà. En fait, sa stratégie de chasse, c'est un calcul permanent. Est-ce qu'il vaut mieux passer des heures à chercher une grosse couleuvre très nourrissante mais rare, ou bien se contenter de capturer plusieurs petits serpents ou lézards, plus faciles à trouver mais moins rentables? Un vrai gestionnaire de ressources. C'est un peu ça, oui. Un équilibre coût-bénéfice constant. Ce chasseur super spécialisé, c'est aussi un grand voyageur, on l'a dit. Les sources le confirment. Il niche de l'Europe du Sud, Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale. Oui, son aire de répartition est vaste. Mais les populations européennes, celles qui nous intéressent le plus ici, elles migrent. Elles passent l'hiver en Afrique au sud du Sahara. C'est ça, hein? Exactement. Elles hivernent principalement dans la zone sahélienne, cette bande semi-aride qui traverse l'Afrique du Sénégal à l'Éthiopie. Et en France, on le trouve où exactement? Plutôt dans le sud? Oui, clairement. Principalement au sud d'une ligne qui irait en gros de la Vendée jusqu'au Jura, avec de bonnes densités dans le Grand Sud-Est, Provence, Occitanie, sud de Rhône-Alpes. D'accord. Et cette migration, ça doit être quelque chose. Ah oui, c'est une véritable épopée. C'est un migrateur qui voyage de jour, il utilise les courants d'air chaud ascendants, les fameux thermiques, Pour planer sans effort, j'imagine. exactement, pour s'élever et ensuite planer sur de longues distances en dépensant un minimum d'énergie. C'est crucial. On a des données assez précises maintenant grâce aux balises GPS posées sur certains oiseaux. Ah, intéressant, oui. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Que la migration vers l'Afrique, après la nidification, ça peut prendre entre 20 et 34 jours, 3 à 5 semaines de voyage. Waouh! Pour couvrir quelle distance? Entre 4000 et 5000 kilomètres, en moyenne, avec des étapes quotidiennes qui peuvent faire 135 voire 230 kilomètres par jour. C'est un vrai marathon. C'est fou. Et le retour au printemps, ça se passe quand? Par où il passe principalement? Alors, le retour en France, c'est plutôt entre fin février et mi-avril. Ils arrivent progressivement sur les sites de nidification. Pour le départ vers l'Afrique, le gros passage, c'est en septembre, qui est un spot connu pour observer les migrateurs. Mhm. Puis ils continuent vers le sud, traversent le détroit de Gibraltar pour atteindre l'Afrique. Et les jeunes, ils font pareil. Alors il y a une observation intéressante issue des suivis GPS. Il semblerait que certains jeunes, lors de leur deuxième année, donc avant d'être matures pour se reproduire, ne remontent pas complètement. Ils pourraient rester en Afrique du Nord ou dans le sud de l'Espagne. Ils attendent d'être prêts, en quelque sorte. C'est une hypothèse, oui. Peut-être pour éviter la compétition ou les risques du long voyage tant qu'ils ne se reproduisent pas. Logique. Et une fois qu'il est installé, que ce soit chez nous ou en Afrique, quel type de paysage il recherche? C'est quoi son habitat idéal? Il a besoin d'une combinaison bien spécifique. C'est une question de mosaïque de milieu. Mosaïque. C'est-à-dire? Il lui faut d'un côté des zones forestières, assez calmes si possible pour nicher, souvent des forêts de pins comme le pin sylvestre ou le pin noir, ou des forêts de chênes, avec des arbres qui offrent une bonne vue, un accès facile depuis les airs. D'accord, pour le lit. Et juste à côté, et ça c'est crucial, il lui faut des milieux ouverts et bien ensoleillés. C'est là qu'il va trouver ses proies, les reptiles. Donc des pelouses sèches, des landes, des garrigues, des maquis, même des friches. Donc, forêt pour le gîte et milieu ouvert pour le couvert, en quelque sorte. C'est exactement ça, c'est cette juxtaposition qui est essentielle. En Afrique, pour l'hiver, c'est un peu différent. Il fréquente plutôt les savanes ouvertes avec des acacias et les steppes arides. Des milieux ouverts aussi, riches en reptiles locaux. Très clair. Parlons un peu de sa vie intime, si on peut dire. Sa vie de couple. Les sources disent qu'ils sont monogames, au moins le temps d'une saison. Oui, la fidélité aux partenaires sur plusieurs années est probable, mais pas systématiquement prouvée. En revanche, ils sont très fidèles à leur site de nidification. Ah oui, ils reviennent au même endroit, hein. Oui, année après année, si le site n'est pas perturbé. Ils peuvent refaire le même nid ou en construire un autre sur un arbre voisin dans le même secteur. Le mâle arrive souvent le premier au printemps. Pour préparer le terrain, hein. Un peu, oui. Il repère, il commence à aménager ou à retaper le nid. Et ce nid, d'ailleurs, il est décrit comme étonnamment petit pour un oiseau aussi grand. C'est vrai. Oui, parfois juste une petite plateforme de branches de 50 ou 60 centimètres de diamètre. Assez sommaire, en fait. D'accord. Et ensuite, la reproduction. Ça se passe comment? Alors, c'est là que ça devient un peu tendu pour l'espèce. Leur cycle est très long et le succès est assez faible. La femelle pond un seul œuf. Un seul.
Un seul œuf, blanc, assez gros, généralement entre fin mars et mi-mai. Pondre un seul œuf, c'est vraiment très peu pour un rapace de cette taille. Si cet œuf est perdu tôt dans la saison, à cause d'un prédateur ou du mauvais temps, il peut y avoir une ponte de remplacement, mais c'est assez rare. Et l'incubation dure longtemps. Oui, environ 45 jours. 45 à 47 jours, pour être précis. C'est surtout la femelle qui couve. Le mâle, lui, chasse et la ravitaille au nid. Donc un seul jeune potentiel par an. Et encore s'il arrive au bout. Ça semble très peu pour maintenir une population, non? C'est tout le problème. C'est ce qui rend l'espèce fragile. Le jeune naît donc vers fin mai, début juin. Au début, il est tout petit, couvert de duvet, complètement dépendant. Mhm. La femelle reste au nid, le couvre, le protège du soleil ou de la pluie, et le nourrit très attentivement avec les proies que le mâle apporte. Et il reste longtemps au nid, ce jeune? Très longtemps. L'envol n'a lieu que vers 60 à 80 jours, c'est-à-dire fin juillet, voire en août. C'est très tardif. Et même après l'envol, il est encore dépendant. Oui, il reste dans les parages du nid, et c'est souvent le mâle qui continue de le nourrir pendant encore 40 à 60 jours, pratiquement jusqu'au départ en migration début septembre. Waouh, quel investissement parental. Énorme. Et tout ça pour, en moyenne, un succès reproducteur assez faible. On estime qu'un couple élève avec succès entre 0,5 et 0,85 jeunes par an, moins d'un jeune par couple et par an en moyenne, c'est ça. Ça explique sa vulnérabilité. Exactement. Il y a bien quelques prédateurs naturels, oui. Le grand-duc d'Europe peut s'attaquer aux adultes, c'est rare, mais ça arrive. Pour les œufs et les jeunes au nid, le grand corbeau ou la martre des pins peuvent être des menaces. Mais le vrai problème, la principale source de mortalité, elle vient d'ailleurs. Justement, parlons-en. Son statut de conservation et les menaces. Il est protégé en France, en Europe? Oui, tout à fait. Le circaète Jean Leblanc est une espèce protégée au niveau national et européen, notamment via la directive oiseaux de l'UE, c'est très clair. Pourtant, son statut semble nuancé. J'ai vu qu'au niveau mondial, l'UICN le classant préoccupation mineure. C'est vrai, parce que son aire de répartition globale est très vaste et la population mondiale est considérée comme importante et pas en danger immédiat. Ouais. Mais Ouais. si on zoome sur l'Europe, il est considéré comme rare. Et en France, sur la dernière liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, il est classé NT, c'est-à-dire Near Threatened ou quasi menacé en français. Avant, il était à surveiller, le statut a été un peu réévalué. Quasi menacé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il y a des raisons de s'inquiéter? Ça reflète une situation un peu paradoxale. D'un côté, on a des indications que les effectifs nicheurs en France ont plutôt progressé ces dernières décennies. Ah bon? Oui, les estimations au début des années 2000 tournaient autour de 2500 à 3300 couples. Une enquête nationale plus récente, menée par la LPO entre 2016 et 2017, a même suggéré un chiffre potentiellement bien plus haut, peut-être vers 10 000 couples. 10 000? C'est énorme comme différence. Oui, c'est une estimation qui demande encore à être bien consolidée, à analyser finement, mais la tendance semble quand même à l'augmentation et on observe aussi une lente expansion de l'aire de répartition vers le nord de la France. Ça, c'est plutôt positif. Alors, où est le problème si les effectifs augmentent? Pourquoi quasi menacés? Le problème, c'est que malgré cette tendance de fond, qui semble positive, les menaces, elles, sont bien réelles, modernes et pèsent lourdement sur l'espèce. Et vu son faible taux de reproduction, la population est très sensible à toute surmortalité. D'accord. Et quelles sont ces menaces la plus importante? La plus documentée et probablement l'une des plus graves, ce sont les lignes électriques. Collision avec les câbles, surtout les fils de garde qui sont fins et peu visibles, et électrocution sur les poteaux mal isolés. Ah oui! Les données sont assez parlantes. Sur le portail Faune France, entre 2008 et 2020, plus d'un tiers, 37% des cadavres de circadéotes trouvés avaient pour cause une ligne électrique. Un tiers? C'est énorme! Oui, et les centres de soins de la LPO confirment, environ 22% des circadéotes qu'ils reçoivent sont victimes de ces infrastructures. C'est une cause majeure de mortalité non naturelle. D'accord. Et à part les lignes électriques? Il y a une autre menace très significative et peut-être même sous-estimée, les collisions avec les véhicules, les routes. Ah bon? Pourquoi lui particulièrement? Ils chassent souvent au-dessus des milieux ouverts, y compris les bords de route, les talus, où les reptiles aiment bien venir se chauffer au soleil, sur le bitume ou les pierres. Du coup, il peut être surpris par une voiture en piqué ou en traversant bas. Une étude européenne l'a même classé comme le deuxième oiseau le plus vulnérable aux collisions routières rapporté à la taille de sa population. Incroyable.
Deuxième cause majeure, donc. D'autres choses? Oui. Malheureusement, malgré son statut d'espèce protégée, les tirs illégaux existent toujours. Ça représente encore 16 à 18% des oiseaux trouvés morts ou admis en centre de soins. C'est juste révoltant. C'est fou qu'on en soit encore là. Et puis, bien sûr, il y a la dégradation ou la modification de ces habitats. C'est-à-dire? La mosaïque dont on parlait. Exactement. La fermeture des milieux ouverts, les landes, les pelouses sèches à cause de l'arrêt de l'élevage traditionnel, du pastoralisme ou à cause de la plantation de forêts trop denses, ça réduit ces zones de chasse. Moins d'espaces ouverts, moins de reptiles accessibles. Mais l'enfrichement, ça peut pas être bon au début, non? Plus de buissons, plus de reptiles? Si, au début, une certaine fermeture peut être temporairement favorable. Mais si ça devient une forêt dense et continue, c'est fini pour le circaète chasseur. À l'inverse, l'intensification de l'agriculture, avec la disparition des haies, des friches, ça détruit aussi l'habitat des reptiles. C'est un équilibre fragile, en fait. Très fragile. Il faut aussi ajouter les dérangements. Les travaux forestiers en pleine période de nidification, même à une certaine distance du nid, ça peut faire échouer la couvée. Et les activités de loisirs en pleine nature, si elles sont mal gérées. VTT hors piste, randonneurs qui s'écartent des sentiers près d'un nid, ça peut aussi le perturber gravement. Et le changement climatique dans tout ça? C'est une menace de fond, plus difficile à évaluer précisément. Ça pourrait affecter les forêts de pins qu'il aime pour nicher, par exemple par des sécheresses ou des incendies plus fréquents. Et ça pourrait aussi modifier les populations de reptiles, leur abondance, leur répartition. C'est une grosse inconnue. Donc, une espèce qui semble aller un peu mieux en France, mais qui reste sur le fil du rasoir à cause de toutes ces pressions. C'est exactement ça. Sa faible capacité à compenser les pertes rend toute augmentation de la mortalité très problématique. Face à ce tableau quand même assez préoccupant, qu'est-ce qu'on fait pour le protéger? Il y a des actions concrètes? Oui, heureusement, on ne reste pas les bras croisés. Déjà, son statut d'espèce protégée donne un cadre légal pour agir. Ensuite, il bénéficiait de la présence de grands espaces protégés, comme les parcs nationaux Cévennes, Mercantour et d'autres, et aussi du réseau Natura 2000, avec les zones de protection spéciale, ZPS, désignées pour les oiseaux. C'est déjà une base. Oui. Et la collaboration entre les associations naturalistes, comme la LPO, et les gestionnaires forestiers, notamment l'ONF, Office national des forêts, est vraiment cruciale pour la protection des nids. Comment ça se passe concrètement? Quand un nid est découvert et localisé précisément, on met en place ce qu'on appelle des zones de quiétude. C'est-à-dire qu'on demande d'éviter les travaux forestiers bruyants ou les coupes importantes dans un certain rayon autour du nid. Typiquement 150 à 300 mètres pendant toute la période sensible, de mars à fin août en gros. Pour ne pas déranger la couvaison et l'élevage du jeune. Exactement. On essaye aussi de préconiser la conservation des vieux arbres, surtout les grands pins avec une belle cime plate, qui sont idéaux pour lui pour installer son nid. Et pour le gros problème des lignes électriques? Là aussi, il y a du travail qui est fait. Ça coûte cher et ça prend du temps, mais ça avance. Pour éviter les collisions, on peut poser des balises spéciales sur les câbles pour les rendre plus visibles aux oiseaux. Des sortes de spirales colorées, c'est ça? Oui, par exemple. Et pour éviter l'électrocution, on travaille à isoler les parties dangereuses des poteaux électriques ou à modifier leur structure pour que l'oiseau ne puisse pas toucher deux fils en même temps. Dans les cas les plus critiques, la solution idéale, c'est d'enfouir la ligne. Mais c'est très coûteux. Et qui pilote ça? Il y a un travail important mené par le Comité national avifaune. C'est une instance qui réunit les ONG de protection de la nature, comme la LPO, et les grands gestionnaires de réseaux électriques, comme RTE pour les lignes à haute tension et Enedis pour la distribution. Ils essaient de prioriser les actions sur les lignes les plus dangereuses. Et le rôle des centres de soins LPO, on en a parlé un peu. Ils sont essentiels. Ils récupèrent les oiseaux blessés, qui sont souvent victimes de ces collisions, des tirs ou d'autres accidents. Ils leur donnent les soins nécessaires. Et ils arrivent à en sauver beaucoup. Pour le circaète, entre 2000 et 2020, les centres LPO ont réussi à soigner et à relâcher dans la nature environ 40% des individus accueillis. Ce n'est pas négligeable, c'est une vraie seconde chance pour ces oiseaux. C'est bien. Et la recherche, le suivi des populations? Fondamental aussi. Le suivi par les réseaux de bénévoles naturalistes, comme le réseau spécialisé Circaète de la LPO qui recense les couples et le succès de reproduction, c'est la base pour savoir comment va l'espèce. Mhm.
Et les études plus poussées, avec les balises GPS, nous aident à comprendre beaucoup mieux ses déplacements, son utilisation précise de l'espace, les zones de chasse importantes, les couloirs de migration. C'est crucial pour identifier les zones à risque, par exemple par rapport à de nouveaux projets comme les parcs éoliens, et pour essayer de limiter les impacts. Donc, il faut bien connaître pour bien protéger. Exactement. Et un défi constant, c'est la communication. Il faut réussir à transmettre l'information sur la localisation des nids connus aux forestiers, aux aménageurs, le plus tôt possible, bien en amont des projets de travaux, pour qu'ils puissent en tenir compte. Ce n'est pas toujours simple. Le circaète Jean Leblanc, ce grand voyageur, ce spécialiste des serpents, c'est vraiment un oiseau fascinant. Par sa spécialisation extrême, sa beauté discrète, sa présence silencieuse au-dessus de nos paysages. Oui, vraiment. Son avenir chez nous, on l'a compris, dépend beaucoup de notre capacité à préserver cette fameuse mosaïque de paysages. Des forêts tranquilles pour nicher, des milieux ouverts et ensoleillés pour chasser. Et bien sûr, à réduire les dangers liés à nos activités, nos infrastructures. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour conclure. Dans un monde qui change si vite avec le climat, l'utilisation des terres, nos aménagements qui s'étendent, comment on peut assurer sur le long terme la place d'un prédateur aussi spécialisé, si sensible aux dérangements avec une reproduction si lente? C'est la grande question. Comment on assure sa coexistence durable avec notre monde moderne? Continuer à l'étudier, c'est sûr, pour mieux comprendre ses besoins. Soutenir les actions de conservation sur le terrain, évidemment. Mais peut-être surtout renforcer le dialogue. Le dialogue entre tous ceux qui partagent son territoire. Naturalistes, forestiers, agriculteurs, élus, aménageurs. C'est sans doute là une des clés essentielles. Une belle piste de réflexion. Oui, peut-être une piste à explorer pour celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui auraient envie de s'impliquer à leur échelle pour ce magnifique rapace.